Alors, mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On approche de l'examen, voilà une autre vidéo. Je vais essayer de vous diversifier différents examens, comme ça vous aurez une idée de l'examen qui va aussi se passer et une diversité des questions et des informations pour la préparation de votre examen qui s'approche progressivement. Anakumullah ala barakatillah. Commençons par la restitution des connaissances. Voilà l'examen. Essayez de répondre pour savoir à quel point vous avez préparé pour l'examen. Et voilà, vous aurez la réponse par la suite. La première partie sur 6 points ou 8 pages m'excuse pour la restitution des connaissances et on vous demande de définir les expressions suivantes: un réflexe médulaire et l'immunité humorale. Donc le mot réflexe, bien sûr, c'est un mouvement involontaire, et médulaire, bien sûr, un rapport avec la moelle épinière, et on va additionner les deux pour donner la définition complète. C'est une activité nerveuse involontaire dans le centre nerveux et la moelle épinière, tout simplement. L'immunité humorale, donc vous avez ici l'immunité humorale. Pour l'immunité, vous avez normalement 3 voies: naturelle, humorale et en voie cellulaire. Celle-là humorale, on vous demande, et c'est quoi? Il s'agit de une immunité qui est spécifique, elle fait intervenir les anticorps libérés dans le sérum par les plasmocytes qui proviennent de lymphocytes B après l'introduction d'un antigène dans le corps. Question suivante, on vous demande de proposer 4 mesures préventives: 2 pour préserver la santé du système nerveux et 2 pour préserver la santé du système musculaire. Alors commençons par les deux premières: éviter la consommation de drogue, de tabac et d'alcool et dormir suffisamment. Et pour la préservation du système musculaire, pratiquer une activité physique régulière et s'échauffer avant tout effort pour ne pas avoir des déchirures musculaires ou bien des crampes. Et si on vous demande de relier les éléments du groupe A à ceux qui lui conviennent dans le groupe B, vous avez les lymphocytes T8, les plasmocytes, les phagocytes et les lymphocytes T4. Alors de quoi il s'agit ici? Lymphocyte T8, bien sûr, c'est une immunité spécifique à médiation cellulaire qui se transforme en TC, cytotoxique pour détruire les cellules infectées. Alors les plasmocytes, on vient de le dire, ce sont des cellules qui proviennent des lymphocytes B qui produisent des anticorps. Donc la voie, elle est une voie humorale. Plasmocytes ou bien phagocytes, ce sont qui interviennent dans l'immunité naturelle non spécifique parce qu'ils digèrent et attaquent tous les antigènes qui entrent dans le corps. Et ça reste lymphocyte T4, une cellule immunitaire très intéressante dans le système immunitaire. Il intervient dans l'immunité spécifique à médiation cellulaire et à médiation morale par l'intervention de l'interleukine pour sensibiliser les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Alors ici, on vous demande de savoir est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux pour les propositions qui sont écrites ici. Alors les récepteurs sensoriels produisent des influx nerveux centripètes. Alors vous devriez savoir centripète, l'opposé c'est centrifuge. Donc centripète, c'est-à-dire on part de l'organe vers le centre. Donc la proposition elle est vraie. L'aire motrice qui se trouve dans la condition de Roland, bien sûr, est le centre des réflexes médulaires. Donc réflexe médulaire, on l'a dit tout à l'heure, il a un rapport avec la moelle épinière. Donc il y a ici une contradiction, donc la proposition est fausse. Les lymphocytes prennent naissance dans la moelle osseuse. Les lymphocytes, que ce soit B, que ce soit T, bien sûr, leur formation, ça se fait au niveau de la moelle rouge osseuse. La sérothérapie, donc sérum, thérapie, guérison, donc s'appuie sur la mémoire immunitaire. Non, il ne s'appuie pas parce qu'on introduit des anticorps prêts lors de la guérison pour plutôt guérir une personne qui est malade. Alors, raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique, et on vous propose le texte suivant. Jouer du violon est une activité nerveuse complexe. Pourquoi? L'apprentissage de cet instrument de musique demande de longues périodes d'entraînement régulier tout le temps. Pour comprendre la relation entre l'entraînement et l'activité nerveuse à l'origine de cet apprentissage, on vous propose les données suivantes. Première donnée. Le violon, c'est-à-dire la personne qui joue au violon, utilise fréquemment les doigts, bien sûr, de la main gauche qui sont en contact avec les cordes du violon. L'imagerie cérébrale, vous la connaissez, l'IRM, a permis d'identifier la région active du cerveau, la zone qu'on va vous montrer, chez un violoniste lors de l'exécution, l'excitation des doigts de la main gauche.
Et la figure A du document 1, voilà, représente l'emplacement de la zone A, et la figure B du même document représente la localisation différente aire cérébrale. Donc je l'ai dit, je le répète toujours, si on vous propose, lorsqu'on vous propose un document, que ce soit-il un graphe bien schéma comme ça, essayez de lire tout entier pour avoir une idée de quoi il s'agit. Donc ici vous avez les différentes aires que vous avez vues pendant le cours. Et ici la zone qui est active lorsque le violoniste utilise les doigts de la main gauche pour appuyer sur la corde. Donc voilà la légende. Question numéro 1. Après, ou bien à partir des données précédentes qu'on vient de dire et du document 1, voilà le document détermine la nature de l'activité nerveuse mise en évidence. Donc lorsqu'il touche les doigts, les cordes, c'est une sensibilité consciente. Dégager l'air cérébral actif, donc ici l'air cérébral actif. Comment puis-je le savoir moi? Vous avez aussi numéro 1, on va vous aider. Ici numéro 1, il s'agit de l'air somatosensoriel ou bien l'air de la sensibilité générale. Il se trouve en arrière du sillon de Rolando. Dégager l'air, donc l'air, c'est l'air somatosensoriel, bien l'air de la sensibilité générale. Alors, on vous demande de déduire la nature et l'origine. Nature, c'est écrit en gras, et aussi l'origine. Donc, la nature de l'influx nerveux, il s'agit de un influx nerveux sensitif, le fait de toucher les cordes, et l'origine d'où il provient, bien sûr, des doigts de la main, exactement de la peau des doigts de la main gauche. Alors, on s'approfondit un petit peu dans le numéro 2. Une étude expérimentale sur un groupe de violonistes et non musiciens a permis de déterminer la taille de la zone A, comme on a parlé tout à l'heure. Voilà ici pour la personne non musicien, voilà pour la personne qui utilise, et pour la personne, le violoniste. Et le nombre de neurones actifs dans cette zone lors de l'excitation des doigts de la main gauche. Document 2 représente les résultats de cette étude. Donc on a pris un premier groupe de personnes qui ne sont pas musiciens et des violonistes. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le nombre de neurones actifs, bien sûr, dans cette zone-là. Ici, entre 25 000 et 27 000, alors que pour les violonistes, on a entre 27 000 et 75 000. Vous pouvez déjà constater une différence entre les nombres et ainsi entre la taille de la zone A. Alors, la question ici demandée, c'est à partir du document 2, comparer la taille, qu'on vient de dire, de la zone A et le nombre de neurones. Donc, on vient de le dire, regardez ici, la zone est très grande par rapport à celle-là, ainsi que le nombre de neurones ici, par rapport à ceux de non-musiciens. Voilà la taille et voilà le nombre. La troisième question, à partir des données précédentes, expliquez. Donc ici, on vous demande d'expliquer. On vous donne une explication, la relation entre l'entraînement continu des doigts de la main gauche et les modifications cérébrales à l'origine du perfectionnement de l'activité du violoniste. Alors, quelle relation peut-on? Donc ici, c'est une explication qu'on va donner, bien sûr. Lorsque l'entraînement se fait progressif et continuel des doigts de la main gauche chez le violoniste, augmente la taille de la zone A, ainsi que le nombre de neurones actifs dans la zone, ce qui augmente le perfectionnement du violoniste. Alors, passons maintenant à la deuxième partie, deuxième situation concernant les mutés. Alors, l'exemple, on a ici le tétanos, c'est une maladie grave causée par une bactérie appelée bacille tétanique. Je pense que vous l'avez traité pendant le cours. Cette bactérie libère dans l'organisme des toxines à l'origine des symptômes de la maladie. L'infection par cette bactérie peut être mortelle en l'absence du traitement. La protection contre le tétanos se fait par l'injection de toxines atténuées, affaiblies, appelées anatoxines. Alors, pour mettre en évidence certaines propriétés de la réponse immunitaire contre la toxine tétanique, on présente les expériences du document 1 réalisé chez 4 groupes de lapins. Alors, lisez bien ce document-là, on va le lire tout entier, voilà, tout entier. Groupe 1, on a injecté de la toxine tétanique avec une dose mortelle, la mort des lapins. Deuxième groupe, injection de la toxine tétanique et prélèvement du sang après 15 jours pour extraire le sérum. Il y a survie des lapins. Troisième groupe, injection du sérum du lapin 2 du groupe 2, puis injection de la toxine tétanique avec une dose mortelle après 24 heures, survie des lapins. Le quatrième groupe, injection du sérum des lapins du groupe 2, ils sont immunisés ici,
puis l'injection de la toxine diphtérique. Regardez ici, on a deux maladies. Tétanos, diphtérique, faites attention, avec une dose mortelle après 24 heures, la mort des lapins. Alors, la question demandée. Décrire les conditions et les résultats. Je l'ai écrit en gras ici pour savoir qu'est-ce qu'on va répondre des expériences réalisées. Donc on injecte, on va prendre le groupe ici, le groupe 2, voilà, on se construit ici, et vous allez écrire celle-là et celle-là, voilà, les conditions, voilà les résultats. Donc on injecte le lapin du groupe 2 par la toxine tétanique, les lapins survivent. 15 jours plus tard, on prélève le sang et on extrait le sérum. Question suivante, expliquez maintenant les résultats observés chez les groupes 3 et 4 de document 1, puis déduire la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence. Donc ici, on va se concentrer sur l'expérience, les groupes 3 et le groupe 4. Alors le groupe 3, on a injecté le sérum de lapin 2. Donc les lapins du groupe 2, ils sont immunisés contre la toxine. Lorsqu'on prend le sérum, donc déjà on va trouver le sérum, à l'intérieur du sérum, on va trouver des anticorps contre le tétanos. C'est pour cela que ce groupe-là, ils ont survécu. Alors pour le groupe 4, normalement, on a injecté le sérum des lapins qui sont immunisés, mais on a injecté la toxine diphtérique. Vous devrez savoir que pourquoi il y a la mort des lapins. Alors l'explication des résultats pour le groupe 3, le sérum extrait des lapins du groupe 2 contient des anticorps qui protègent, qui immunisent les lapins du groupe 3 contre le tétanos. Alors l'explication pour le groupe 4, pourquoi ils ont trouvé la mort. La mort du groupe 4, les anticorps contenus dans le sérum de lapin du groupe 2 ne protègent pas les lapins du groupe 4 contre la toxine diphtérique. La déduction, qu'est-ce qu'on peut en déduire ici? Bien sûr, le résultat, ou bien la synthèse qu'on vient de voir, tout ça, c'est-à-dire la voie et la caractéristique de cette réponse immunitaire contre le tétanos. Alors, la réponse immunitaire développée, elle est spécifique. Les anticorps produits contre le tétanos ne fonctionnent pas contre la diphtérie. Alors, pour se protéger du tétanos, il est proposé de se faire vacciner. Le document 2 présente l'évolution dans le temps de la quantité d'anticorps antitétaniques dans le sang chez une personne après 2 injections de l'intoxine tétanique. Donc, le document, c'est un document sous forme d'un graphe. On doit savoir comment le lire. L'axe désordonné en fonction de l'axe des abscisses, donc la quantité d'anticorps dans le sang en unité arbitraire en fonction du temps en jour. Et la première injection, ici, vous avez les valeurs. Donc ici, l'injection, si on va suivre le moment de la production, le temps, on va voir qu'il y a ici, après une semaine, il n'y a plus d'anticorps. Mais après cela, il y a une production qui arrive à 10. Puis diminution, puis stabilisation, puis deuxième injection, on voit qu'il y a une production après 2 jours ou bien. Et le taux, il est très très élevé. Comme ça, vous aurez une idée de la question qui va suivre par la suite. Alors, la première question à partir du document 2 qu'on vient de vous présenter, complétez le tableau suivant. Donc, on va vous aider pour répondre à la question demandée après la première injection de la toxine tétanique. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour le déclenchement, c'est-à-dire le départ de la production des anticorps. Ici, vous avez 6 jours presque, mais ici, l'unité, il est 10. Alors, pour la deuxième injection, c'est presque une journée ici. Voilà. Mais le taux, il est très très élevé, il est 1000, donc il est multiplié par 100 fois. Question suivante, déduire la propriété développée par le système immunitaire. Pourquoi? C'est-à-dire il y a, après la deuxième injection, une très grande production d'anticorps, ainsi la durée il est très courte. Donc la propriété qu'on peut en déduire de ça, après la première injection de la toxine, le système immunitaire a développé la mémoire très intéressante immunitaire, lymphocytes de mémoire. Cette propriété permet au système immunitaire de reconnaître plus rapidement le même antigène lors d'un second contact, entraînant une production d'anticorps beaucoup plus rapide et intense, et multipliée par 100. Merci de votre attention et j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen qui s'approche. Et comme d'habitude, je vous laisse avec Charles Augustin qui vous dit que si vous n'essayez jamais, vous ne réussissez jamais. Donc essayez dans n'importe quel domaine et vous allez voir que si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.